On ouvre le kiosque, ça y est, le kiosque est là, les chroniqueurs de l'été également, demandez le programme, ils ont déniché les histoires d'actualité du jour, ils lisent la presse, regardent la télévision pour vous, Jeanne Daudet pour la presse régionale, Samuel Etienne pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour l'économie et Guillaume Janton qui passe son temps à regarder la télévision. Bonjour à vous. Bonjour Patrick. Et on commence avec vos quotidiens nationaux. Plus les jours passent et plus le dossier des migrants de Calais tourne à l'affrontement politique, écrit le journal L'Opinion ce matin. Et de détailler toutes les idées reçues autour de cette affaire. La parole est donnée notamment à un collectif de jeunes hauts fonctionnaires et cadres du privé, les éclaireurs, qui fustigent la schizophrénie d'une République qui refuse de lutter contre les immigrés clandestins sans se donner les moyens de les intégrer. Alors chacun avance ses pions dans ce dossier. Pour rester dans la politique, face à l'accusation de responsabilité des Anglais de Xavier Bertrand, Bernard Cazeneuve tente de calmer les esprits dans le journal La Croix. À Calais, il faut à la fois de l'humanité et de la clarté, dit-il. Laisser passer les migrants en Grande-Bretagne, comme le suggèrent certaines voix de droite, ne ferait qu'aggraver le problème humanitaire, affirme le ministre de l'Intérieur. Alors il faut sortir de l'impasse. Libération liste des solutions afin d'en finir avec le désastre de cette jungle calaisienne. Vos journaux nationaux attirent l'attention aussi ce matin sur d'autres préoccupations. C'est le Figaro qui s'inquiète du jeu trouble de la Turquie qui, tout en luttant contre Daesh, continue de viser les Kurdes, pourtant grand allié des Occidentaux contre l'État islamique. Et puis le Parisien aujourd'hui en France en fera rêver peut-être certains d'entre vous avec ces villages qui viennent draguer les urbains en leur proposant des prix imbattables pour venir s'installer. 1 € le mètre carré de terrain constructible, par exemple, à Bérien, dans le Finistère. C'est une autre version de l'avenir et dans le pré, l'amour, peut-être aussi. À la une des régions, Jeanne Daudet, quelle histoire a retenu votre attention ce matin ? L'histoire d'un PV de stationnement pas banal, Patrick. Alors, je suppose que beaucoup d'entre vous ont déjà eu un PV de stationnement. Jamais. Ben non, Samuel, vous garez parfaitement bien sûr. C'est en tout cas la mauvaise surprise qu'a reçue Patrick Laure, un habitant de Dienville dans l'Aube, une contravention pour son tracteur qui aurait été mal garé à Hermont dans le Val d'Oise, à 200 km de là. Donc impossible, son tracteur n'a pas bougé, assure Patrick Laure, quand bien même il l'aurait voulu. C'est une machine qui date des années 60, qui ne possède plus d'alternateur, qui fait des pointes à 20 km/h. Et donc pour parcourir les 200 km, il aurait fallu plus de 11 heures. Voilà, donc en réalité, c'était une voiture sans permis qui était mal garée dans le Val d'Oise. Donc c'est pas vraiment le même gabarit, c'est quand même difficile à confondre. Plusieurs explications possibles. Une erreur, soit dans l'immatriculation de l'un des deux véhicules, soit par le policier municipal qui aurait mal recopié la plaque sur le PV, ça arrive, ou bien une intention délibérée du propriétaire de la voiture pour ne jamais être verbalisé. Malin. Toujours est-il que c'est à Patrick Laure de se lancer dans d'innombrables démarches. Il a porté plainte d'abord, puis il a déposé une requête en contestation de contravention. Enfin, il va se rendre en sous-préfecture pour faire changer l'immatriculation de son bon vieux tracteur. Ces démarches mises bout à bout, finalement, coûtent plus cher que 17 €, le montant initial de l'amende. Mais elles permettent à Patrick Laure de jurer, avant qu'il ne soit trop tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Voilà, il va peut-être aller à la sous-préfecture en tracteur. Là, l'histoire ne le dit pas. Il faudrait qu'il se soit autour de 10 km, parce qu'il ne peut pas faire plus avec son tracteur. Merci Jeanne Daudet. La presse internationale avec vous, Samuel Etienne. Oui, alors je marche un peu ce matin sur les plates-bandes de notre ami Emmanuel, puisqu'il est question d'économie. Je m'en excuse, mais aujourd'hui, l'économie est partout. Ah bah oui. Bon. Alors si je vous dis qu'en ce moment, des usines chinoises sont en train de s'installer aux États-Unis parce que les coûts de production y sont inférieurs, vous allez probablement me prendre pour un fou. Et pourtant, c'est en une du New York Times, un reportage sur le groupe chinois Kier qui vient d'ouvrir une usine de tissage de coton en Caroline du Sud. Reportage qui débute par cette scène, une chinoise, Madame Ni, qui pendant 25 ans a travaillé dans une usine de textile de Hangzhou, et bien désormais transmet son savoir-faire à des ouvriers américains. On a quand même du mal à imaginer que les coûts de production américains soient plus bas que les Chinois. C'est vrai, et pourtant c'est le cas. En tout cas, dans ce cas précis du filage du coton, ces dernières années, les salaires ont explosé en Chine, de même que le prix de l'énergie, de même que les coûts logistiques, sans compter les quotas imposés par Pékin sur les importations de coton, une production chinoise de plus en plus chère. Donc, alors que dans ce comté de Lancaster, en Caroline du Sud, eh bien, les Chinois ont trouvé du coton moins cher, de l'énergie moins chère, du terrain moins cher, dans une région économiquement sinistrée, avec un taux de chômage supérieur à 18%, où la main-d'œuvre est bon marché. Si vous ajoutez des subventions et des allègements fiscaux, vous secouez le tout,
eh bien vous obtenez effectivement un Made in USA moins cher que le Made in China. D'ailleurs, des groupes textiles indiens et brésiliens songent également à ouvrir des usines dans cette même région. Voilà un schéma qui bouleverse donc, Emmanuel, notre regard sur l'économie mondiale. On ne l'imagine pas, mais notamment ce qui gagne sur l'énergie, puisqu'il y a très peu de taxes aux US sur ce genre de points, fait considérablement baisser le coût du travail. Et à cause ou grâce à la crise, en tout cas à cause de la crise, les coûts salariaux avaient été revus très très nettement à la baisse, notamment dans ces régions fortement touchées. Mais c'est vrai que j'aurais quand même pas imaginé que ce soit un peu moins cher qu'en Chine. Mais quand on met toutes les raisons que vous avancez, Samuel, c'est vrai que le cocktail est assez impressionnant. Ça fait plaisir de voir mon analyse validée par un spécialiste. Alors, en l'occurrence, c'est celle du New York Times, donc je ne me serais pas non plus permis d'aller contredire le New York Times. Un dernier mot, je reviens à Madame Ni, vous savez, la formatrice chinoise des ouvriers américains. En fait, elle râle un petit peu, elle, parce que ses salariés, ils arrivent en retard. Et puis, ils ne travaillent pas assez vite à son goût. Mais bon, elle a bon espoir que bientôt, ils soient aussi bons travailleurs que des Chinois. Merci Samuel, Étienne. On va parler justement avec vous, Emmanuel, d'économie. Et vous êtes sûr, vous n'avez pas rêvé, vous allez nous donner de bonnes nouvelles pour les finances de l'État. Oui, alors je vous l'accorde, c'est rare, mais parfois ça arrive, en tout cas dans ce cas-là. Alors je vous sens frémir là encore d'impatience et vous posez cette question folle. Mais qu'est-ce que peut être cette bonne nouvelle ? Eh bien, le prêt à taux zéro coûte moins cher que prévu à l'État. Pourquoi ? Vous avez vu, je fais même les questions et les réponses tout seul. Eh bien, parce que les taux d'intérêt sont plus faibles que prévu. En effet, quand vous avez le droit à un prêt à taux zéro, je ne sais pas si déjà quelqu'un autour de la table a souscrit à un prêt à taux zéro, eh bien, c'est la banque qui vous le donne, mais c'est l'État qui paie ensuite la banque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État compense l'écart avec les taux du marché. Aujourd'hui, les taux étant très faibles, environ 1% sur 10 ans, eh bien, l'État a moins besoin de compenser que par le passé. Ça lui coûte donc moins cher. Oui, et ça fait vraiment économiser beaucoup d'argent. Mine de rien, pas mal quand même. Selon les données rassemblées ce matin par les Échos, les prêts à taux zéro ont coûté l'an dernier 617 millions d'euros à l'État. C'est un quart de moins que ce qui était prévu, et ça semble bien parti pour être pareil cette année. Le nombre de prêts à taux zéro devrait être situé entre 55 et 70 000 cette année, et coûter au maximum 600 millions d'euros. L'État avait provisionné 1 milliard. Alors, c'est taux historiquement bas depuis des mois. C'est une aubaine, du coup, pour l'État, au moment où le prêt à taux zéro suscite à nouveau l'engouement, puisqu'il a été réformé l'année dernière. Le plafond de ressources a été modifié. Les ménages peuvent aussi avoir un prêt à taux zéro dans l'ancien, s'ils achètent dans une commune rurale et font des travaux. On y revient à votre revue de presse nationale tout à l'heure, Patrick. Je vous l'accorde, ça commence quand même à faire quelques conditions, mais tout cela a relancé le dispositif, ce qui est une bonne nouvelle pour le monde du bâtiment, sans nous coûter trop cher, ce qui est l'autre bonne nouvelle de ce dossier du prêt à taux zéro. Oui, merci Emmanuel Dutheil. La télévision, Guillaume Janton. Les papas du dimanche, Kezako, donc, Patrick, ce soir sur France 3. Hein. Figurez-vous, Patrick, que ma transition avec Emmanuel est toute trouvée. Puisque si on prend au centre de cette revue de presse aujourd'hui. Oui, si on prend les mots prêt à taux zéro, qu'on change l'ordre des lettres, qu'on en enlève 12 et qu'on en rajoute 4, eh bien ça donne le mot papa. Et la paternité, c'est justement le thème du film dont je vais vous parler ce matin. Alors, les papas du dimanche, c'est l'histoire d'un père de famille qui annonce à ses enfants qu'ils quittent leur maman après qu'elle l'ait trompé. Et vous allez l'entendre, dans ce film, les enfants sont matures, très matures même. Écoutez la réaction du petit Vincent, 6 ans et demi, lorsqu'il apprend la nouvelle. On dirait celle d'un psychologue de 57 ans. Voilà, on a décidé de se séparer. Pourquoi tu nous dis ça, papa? C'est votre histoire, ça vous regarde. J'ai pas envie que tu me racontes. Après, quand tu reviendras à la maison, on ne parlera plus, c'est tout. Voilà. Alors depuis qu'Antoine, ce père de famille, a appris que sa femme l'a trompé, il est devenu très à cran avec tout le monde. Même lorsqu'il tente de retrouver l'amour lors d'un rendez-vous galant, il est odieux. Alors que la jeune femme avec qui il dîne lui pose une question on ne peut plus normale lors d'un premier tête-à-tête, il se met à l'agresser gratuitement et sans raison, on ne sait pas pourquoi. Vous êtes marié, Antoine? C'est un interrogatoire, hein. Ça va être quoi dans 5 minutes? Vous allez me demander mes fiches de paye, un test HIV, quoi. Il est un peu à cran, hein, Antoine. Bon, tout est bien qui finit bien. Il termine par trouver l'amour, ce papa. Bon, on sent bien qu'il ne s'agit pas d'un couple très fusionnel, puisqu'ils se vouvoient encore alors qu'ils n'en sont pas vraiment à leur premier rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit quelque chose qu'il n'avait pas. Vous voyez, Antoine, j'essaie d'avoir confiance en vous. Mais tout est tellement mystérieux autour de vous. Ça fait 2 mois qu'on est ensemble. Bon, là, il faudrait quand même penser à se tutoyer un jour, parce qu'on n'est plus au 18e siècle. Vous voyez en permanence. 2 mois de relation, Patrick. Ouais, tout de même. pas. Non? Bon. Et si, avec toutes ces aventures et ces personnages hauts en couleur, vous n'êtes toujours pas convaincu de regarder Les Papas du Dimanche, sachez que Thierry Neuvik, l'acteur principal, a une particularité. Il est comme un vieil ordinateur. Au bout d'un moment, il bug. On part pas comme ça à 13 ans en claquant la porte, ok? Et toi, t'as fait quoi? Écoute, déjà, j'ai pas 13 ans, hein, et je suis pas parti pour une histoire de jupe de... Bon, alors on redémarre ce comédien, et promis, il sera prêt pour ce soir 20h50 sur France 3 dans Les Papas du Dimanche. Merci Guillaume Janton, merci à tous et on baisse le rideau sur le kiosque.